Ralph Raphaël Bocara, bonjour, Boker Tov. Raphaël Bocara. Allô? Boker Tov. Oui, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Vous êtes, je le disais, un habitant de la localité de Har Bracha, une localité qui a été durement touchée ces 2 derniers jours par l'attentat qui a coûté la vie au Rav Itamar Ben Gal. Et ce matin, après les obsèques du Rav Ben Gal qui se sont déroulées dans le petit cimetière de votre localité de Har Bracha, on voudrait savoir comment les habitants de Har Bracha, comment vous-même vous réagissez, quels sont les sentiments qui sont les plus forts ce matin? Ben, vous savez, c'est pas évident comme ça de perdre comme ça d'une manière tragique comme ça un voisin. Qui part au travail le matin et qui revient pas le soir, c'est vraiment un sentiment assez difficile. Et comment vous avez vécu avec les habitants ces obsèques, cette douleur en fait de cette localité dans laquelle vous habitez depuis plusieurs années? Vous savez, il y a eu une chose qui m'a vraiment surpris, c'est le nombre de personnes qui sont arrivées. On n'est pas habitué à voir autant de personnes. C'était la même chose aussi pour le tzaddik aussi qui a été assassiné à Chavez Gilad. Des centaines de personnes qui sont arrivées de partout de tout le pays. Et même des personnes qui ne connaissaient pas. Il y a eu beaucoup de fidélité à ce niveau-là. Vous sentez qu'il y a une sorte de solidarité avec les habitants du Shomron, avec les habitants de Har Bracha pendant ces épreuves difficiles? Oui, bien sûr. Les gens sont venus renforcer les familles, les habitants. Et puis, à mon avis, c'est aussi parce que c'est un kadosh, en fait. C'est un saint. Quelqu'un qui est tué comme ça par des Arabes, comme ça il devient saint. Alors donc c'est en fait comme si on allait voir un grand saint et on allait sur son tombe, quoi, sur sa tombe. Alors, effectivement, on a parlé beaucoup du Shomron ce dernier mois, puisque, comme je le disais tout à l'heure, c'est aujourd'hui aussi les Shloshim du Rav Raziel Shevar, qui a été assassiné donc à l'entrée de Chavez Gilad il y a un mois. Et puis, ce nouveau coup dur pour les habitants du Shomron avec l'assassinat du Rav Itamar Ben Gal. Comment les habitants font face à ce genre de situation? Je suppose, et vous habitez là-bas depuis longtemps, que ce n'est pas la première fois qu'il y a des attentats. Malheureusement, la vie du Shomron est parsemée d'épreuves et d'attentats de ce type. Mais comment on réagit face à cela en général? Comment la population se tient face à ce genre d'attentats? À mon avis, il faudrait peut-être répartir la population en 2 personnes. Il y a les jeunes qui viennent d'arriver, qui viennent de s'installer enfin pas que Har Bracha, dans toutes les implantations dans la région, qui sont pas habitués tellement à cette douleur, ce genre de situation. Et il y a les anciens, enfin ceux qui habitent depuis 20 ans, 30 ans et qui ont vu malheureusement beaucoup de personnes qui ont été comme ça. En particulier pendant la seconde intifada, Nahon. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, c'était le sommet, le second intifada. Il y avait à cette époque, les personnes voyageaient en voiture blindée, ou même il y en a qui ne voyageaient pas. Mais bon, Baruch Hashem, la situation s'est un petit peu améliorée à ce niveau-là. Bon, et malheureusement, c'est pas défini, ça continue de temps en temps comme ça. Et peut-être qu'il faudrait refaire une deuxième Chomet Magen, à mon avis. Une deuxième opération contre les Palestiniens. Est-ce que sur le plan de la sécurité, on en a beaucoup parlé aussi ces dernières semaines, ces derniers mois, on a parlé du fait qu'il y avait peu de barrages sur les routes du Shomron et que les habitants exigeaient plus de sécurité de la part de Tsahal. Vous avez aussi ce sentiment que votre sécurité n'est pas garantie lorsque vous circulez sur les routes de Samarie? Oui, c'est-à-dire que en fait c'est ce qui s'appelle
le Betenaraka, en fait, c'est comment expliquer ça en France? Le ventre mou. C'est le point faible, en fait. Puisque autour, dans les implantations même, il y a une bonne sécurité. Il y a, je veux pas rentrer dans les détails, mais on vit vraiment en sécurité dans le... Mais le problème, c'est se déplacer, en fait, d'aller d'un échouve à un autre, d'aller à un travail, de revenir du travail, d'aller à un mariage ou à une simcha comme ça. Et on n'est pas en sécurité. On peut pas être en sécurité pour l'instant. Ça n'a pas été. De temps en temps, on voit des soldats, ils disparaissent, après ils réapparaissent quand il y a des attentats, et il reste quelques semaines. Après ça. Ça n'a pas été encore. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour garantir la sécurité de ces dizaines, voire centaines de milliers d'habitants qui vivent dans ces localités du Shomron? Comment l'armée, à votre avis, comment les autorités israéliennes devraient réagir, et qu'est-ce qu'ils devraient faire? Qu'est-ce qu'elles devraient faire pour garantir cette sécurité? Ah, vous me demandez mon avis personnel? Oui, je vous demande votre avis personnel. Il faut les envoyer dans les pays arabes, quoi, c'est tout. Hein. Ouais. Je suppose que ceux qui sont responsables de sécurité, ils accepteront pas mon point de vue, mais ça, ils ont des techniques. Mais disons qu'en attendant que votre aspiration se concrétise sur le terrain, comment faire pour garantir la sécurité? Est-ce que, à votre avis, par exemple, vous le disiez vous-même, il y a parfois des patrouilles que l'on voit sur la route et elles disparaissent? Est-ce qu'il faudrait plus de présence, plus de barrages sur les routes, plus de contrôles qui empêchent, par exemple, des terroristes de circuler dans des véhicules avec des armes? Vous savez, c'est pas évident parce que à partir du moment où vous avez des centaines de milliers d'Arabes qui circulent comme ça, comment vous pouvez les vérifier un par un? Il faut faire du travail en amont, hein, parce que une fois qu'il a passé d'abord il y a presque plus de marsum, il y a presque plus de barrages. À l'époque, il y avait des barrages un petit peu partout. Alors, si vous aviez un barrage où il y avait des soldats qui étaient vigilants, à l'époque, ils avaient des chiens qui pouvaient détecter les armes, les explosifs. Voilà. Alors là, tout ça, il n'y a plus ça. Alors, ils sortent, en fait, moi, ce que je vois, ils sortent de Shrem, mais en fait, ils se promènent dans toute la Judée-Samarie. Il y a presque plus de barrages. Ils ont demandé d'ouvrir les barrages pour qu'ils soient un petit peu libres. Ils ont une circulation plus facile. C'est les résultats, hein. C'est les résultats. Vous m'avez dit tout à l'heure, hier hors antenne, que il y a aussi des difficultés peut-être de la part des autobus, des compagnies d'autobus qui circulent dans le Shomron et qui ne prennent pas... Il y a une chose comme ça qui est assez scandaleux. Hein. Il y a une chose qui est assez scandaleux comme ça. C'est qu'en fait, toutes ces personnes qui font on appelle ça l'autostop, les trampim, d'accord? Voilà. Ces personnes-là, en fait, et c'est très difficile aujourd'hui pour faire des trampim. À l'époque, c'était beaucoup plus facile de se déplacer. Il y avait beaucoup moins de population, mais c'était beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, tout le monde s'arrêtait, tout le monde prenait le trampim. Il y avait personne qui se disait moi je prends pas un trampiste, parce que ou j'ai peur, ou je suis pressé, ou n'importe. Non, il y avait une solidarité. À mon avis, il faudrait trouver un moyen de relancer cette solidarité. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, il y a une chose qui est très étrange. Vous avez des autobus. On a des autobus de deux sociétés d'autobus, Eged et Afikim. Ces deux sociétés-là de transport ne prennent pas les gens qui veulent faire, en fait, même, par exemple, vous avez quelqu'un qui fait un tramp, s'il voit un autobus qui passe, il est intéressé pour monter dedans et pour aller où il a besoin. Alors lui, il s'arrête pas, il s'arrête que aux arrêts officiels, quoi, on va dire. Voilà, non, c'est pas ça, c'est que même les arrêts officiels qui étaient à l'époque, c'est à peu près de ça, avant la deuxième intifada, ils ont enlevé toutes les stations d'autobus dans les arrêts officiels, ils les ont rentrés dans les villes elles-mêmes. Oui, c'est-à-dire il n'y a plus de stations d'autobus sur la route 60, par exemple. Il y en a très peu. Il y en a très, très, très peu.
Enfin, les stations, elles sont restées, mais ils ont enlevé les numéros. Alors, vous demandez à l'autobus pourquoi il s'arrête pas, il me dit, moi, j'ai pas de numéro. Bon, d'accord, on va vous le mettre, le numéro, si vous voulez vous... Non, ils ont enlevé les stations, en fait. Les stations, ils ne s'arrêtent plus, mais elles sont restées sur place. Vous avez une station, vous pouvez vous abriter à l'intérieur et attendre votre train. Mais l'autobus, il ne s'arrêtera pas. Alors, déjà, c'est un problème, parce qu'en fait, ce train-piste-là, au lieu qu'il reste 5-10 minutes, à faire l'autostop, alors il restera 20 minutes à une demi-heure, alors qu'il y a plusieurs bus qui sont passés. Sa vie est en danger pendant cette période. Vous avez les cars qui ramassent les enfants, qui appartiennent à la Chevra les Pitoirs. Eux, ils ont reçu des anchayot, ils ont reçu des directives par le ministère de l'Éducation, Bennett, notre ami Bennett, de ne pas s'arrêter et de ne pas prendre les train-pistim, même dans les yishuvim, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut aller d'un yishuv à un autre, il ne peut pas se déplacer par ces Donc cars. Vous dites qu'il faut pour garantir un peu mieux la sécurité des habitants, il faudrait que les transports en commun soient plus souples et avec les personnes qui attendent et qui attendent les autobus, parce que peut-être parfois il n'y a pas assez d'autobus et que lorsqu'il y en a un, eh bien il faudrait qu'il s'arrête. Ah oui, mais non, c'est sûr, ça, mais c'est pas ça. Le plus ce qui est scandaleux dans cette histoire, c'est que ces autobus-là, ce sont des autobus qui ont des vitres spéciales, qui sont des vitres contre les tirs de balles. Oui, et on n'a pas vraiment la possibilité de s'en servir. C'est des millions de shkalim qui ont été mis par le ministère de Tarboura, et malheureusement, on est obligé de se promener et de faire des trampings comme ça, alors que on pourrait plus facilement. Alors, il faudrait faire un changement à ce niveau-là. Vous avez des assarots de talmidim, des petites assarots au CNM, ils ont aussi des directives, interdiction de prendre des personnes. Mais même si le chauffeur connaît la personne, même si par exemple il arrive à une station où il y a déjà des soldats sur la station elle-même qui sécurisent les alentours. Non, ils ont des directives. Alors ils laissent ces train-pistim comme ça. Dépourvus de toute sécurité, et bon, ça dérange personne. Ils ont des directives, ils font ce qu'on leur demandait. Alors les gens qui donnent ces directives là, il faut qu'ils réfléchissent, quoi. Si c'est la solution idéale, où ils allaient voir leur supérieur en leur disant que c'est pas normal, ou bien quelqu'un qui a du poids sur le Bennett. J'en ai parlé moi personnellement à Katz. Katz, il a été très étonné, mais bon, il n'y a rien qui n'a été fait depuis, hein. Bien, je comprends bien. Merci beaucoup, Ralph Bocara, de nous avoir apporté votre témoignage. La prochaine émission, si Dieu veut, pour les smarot. Que des smarot, voilà, effectivement. Et peut-être qu'on aura l'occasion de parler un peu plus de votre localité d'Arbracha dans des jours plus heureux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour témoigner. Et à bientôt. Bonne journée. Shalom, shalom. Bonne journée. Voilà, il est 8h25 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause et on se retrouve avec Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour notre histoire, qui est justement, hasard ou pas hasard, consacrée au Gush Emonim.